Le but de cette présentation, c'est de clarifier un peu ce que sont les types de banques et comment fonctionne la finance de marché de manière générale. Et pour faire ça au mieux, le but, c'est d'abord de s'intéresser au type de banque, donc voir ce que c'est une banque de détail, une banque privée et une banque d'affaires et d'investissement. Et se pencher principalement sur la banque d'investissement parce que c'est ce qui, entre guillemets, concentre le plus notre secteur d'activité chez Margot. On va regarder comment fonctionne une banque d'investissement, la structure et les postes clés qui peuvent nous intéresser. Et enfin, on va comprendre l'intérêt des marchés financiers et du coup l'intérêt des banques d'investissement et ce qu'elles font principalement à travers les marchés financiers. Alors, tout d'abord, au niveau des types de banques, nous on va s'intéresser à la banque de détail, la banque privée et la banque d'affaires et d'investissement. Le but, c'est de clarifier un peu ces termes pour être vraiment sûr et de comprendre parfaitement ce qu'est une banque d'affaires. Une banque de détail, c'est ce qu'on retrouve le plus quand on parle de banque en général dans notre quotidien, dans notre vocabulaire. Et la banque de détail, elle est destinée à des particuliers, des professions libérales, des petites moyennes entreprises. Et le but d'une banque de détail, c'est d'offrir des moyens de financement, que ce soit à travers des crédits, des prêts, et aussi une manière de placer son argent, donc que ce soit à travers des livrets A, des comptes d'épargne ou tout simplement dans des coffres. Finalement, c'est cette sécurité qu'apporte la banque de détail. Et comme on a vu, proposer des moyens de paiement, donc avec des cartes de crédit ou des chéquiers. Ensuite, on a la banque privée. La banque privée, c'est à peu près le même fonctionnement que la banque de détail, mais c'est réservé à vraiment une clientèle prestigieuse, disons. Donc en général, il faut avoir quand même un patrimoine et un capital assez conséquent pour avoir accès à ces banques privées. Par exemple, la Société Générale en France, il faut un peu plus de 500 000 € pour avoir les premiers services. Mais l'avantage d'une banque privée, c'est que c'est vraiment de la gestion ultra personnalisée. En fait. C'est-à-dire que le conseiller qui est en relation avec vous, il a vraiment une relation dédiée avec vous et il vous propose des investissements très niches, très privés, comme là j'avais mis par exemple de l'investissement, on peut vous proposer de l'investissement dans des yachts, dans de l'art, dans des voitures très exotiques, dans de l'immobilier de luxe, mais donc ça reste des choses qui sont très rentables sur le long terme, mais qui demandent d'avoir un apport en capital ultra conséquent. Et la dernière distinction qu'on a, du coup, c'est les banques d'affaires et d'investissement. Alors, avant, on faisait vraiment la distinction entre une banque d'affaires et une banque d'investissement. Maintenant, c'est réuni au sein de ce qu'on appelle les CIB. Donc, c'est pour ça qu'on parle de Société Générale CIB, BNP CIB, etc. Crédit Agricole CIB. Avant, la distinction, elle se faisait parce que les banques, ce qu'on gérait dans la partie affaires, c'était principalement toutes les opérations de fusion-acquisition ou des grosses opérations de comptabilité. Et dans la partie investissement, en fait, ce qu'on gère, c'est toutes les opérations qui doivent passer par les marchés financiers, par la bourse pour être effectuées. Donc, par exemple, des opérations sur des devises ou des grosses opérations sur des devises, où l'introduction en bourse d'une entreprise se fait à travers les marchés financiers et c'est géré dans la partie ce qu'on appelle investissement. Même si on a fait ces distinctions-là, entre la banque de détail, la banque privée et la banque d'affaires, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les 4 banques majeures en France qu'on a, toutes ces activités sont effectuées. C'est-à-dire que la Société Générale, elle a la partie CIB, elle a aussi une partie private banking et une partie banque de détail. Et donc c'est pour ça qu'on parle maintenant de banque universelle. Donc maintenant qu'on a vu les types de banques, nous on a dit qu'on allait se concentrer principalement sur la partie banque d'affaires et d'investissement et on va regarder un peu ce qu'on fait dans une banque d'affaires, quelles sont les activités qui sont proposées par les banques. Alors, on va avoir le courtage, l'émission de titres, le market making et la structuration, qui sont les 4 vraiment grosses activités pratiquées par les banques d'investissement et les activités majeures. Dans la partie émission de titres, alors, l'émission de titres, concrètement, c'est une opération qui est réalisée pour matérialiser un besoin d'une grande entreprise ou d'une grande société à travers les marchés financiers. Par exemple, une entreprise souhaite être introduite en bourse. Pour que ces titres puissent être échangés en bourse, il faut qu'il y ait une matérialisation entre guillemets de cette demande. Et c'est cette création-là qu'on appelle l'émission de titres, la création de ce produit. Un autre exemple de création de titres financiers, c'est l'État français qui
empruntent de l'argent aux investisseurs. Par exemple, pour cette année, on a emprunté à peu près de 280 milliards d'euros. L'État français empruntait plus de 280 milliards d'euros. Et pour faire ça, ils émettent ce qu'on appelle des obligations. Donc, on a des banques qui vont créer des produits financiers, qui vont les diffuser sur les marchés. Donc, ces produits-là vont être achetés par des investisseurs et l'État français va récupérer de l'argent comme ça. Donc, typiquement, ça, c'est ce qu'on appelle l'émission de titres et la création de titres. Donc, quand les titres financiers sont achetés par les investisseurs, l'argent revient directement aux émetteurs et les banques d'investissement sont rémunérées pour cette opération-là, cette matérialisation. On va aussi avoir les opérations de courtage. Donc ça, c'est l'opération la plus classique, entre guillemets. C'est lorsque une banque vous propose d'acheter certains produits financiers. Donc vous, par exemple, depuis votre application de Société Générale, si vous êtes à la Société Générale, vous pouvez acheter des titres financiers en ouvrant un compte épargne-action et vous pouvez placer vos ordres. Ça, par exemple, c'est du courtage. Les banques d'investissement, elles font la même chose avec leurs clients à elles, où elles leur proposent des solutions d'investissement, des opérations de courtage. On va avoir les opérations de market making. Alors ça, c'est une opération qui est vraiment majeure et hyper importante pour les banques d'investissement. Et l'idée du market making, c'est d'assurer que, à partir du moment où un investisseur veut acheter ou vendre un produit, il y aura toujours quelqu'un pour lui répondre en face. Donc c'est pour assurer que les échanges soient efficaces sur un marché. Et ça, c'est très important pour les banques parce que, par exemple, si la Société Générale vend un de ses produits financiers, elle va être sûre que ses clients soient toujours en manière de pouvoir s'en approprier ou s'en débarrasser, par exemple. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le market making. Et le but de market making, en fait, c'est que les banques proposent en continu des prix d'achat et des prix de vente tout au long de la journée pour qu'à n'importe quel moment, s'il y a un investisseur externe qui intervient, il puisse acheter avec un prix ou vendre avec un prix. Donc il n'y a pas de manque de transparence, on sait en continu quelle est la valeur d'un actif et si je vais l'acheter à tel moment, voilà ce que je dois payer ou voilà ce que je vais récupérer si je le vends. Et le market making, la rémunération principale des banques à travers le market making, c'est le fait que dans les prix qu'elles vont proposer, elles vont appliquer une certaine marge entre le prix d'achat et le prix de vente par rapport au prix auquel elles le perçoivent, entre guillemets. Et c'est cette marge-là qui est appliquée au prix qui leur permet de récupérer du profit, entre guillemets. Un exemple de market making assez classique pour vraiment que vous ayez une idée du fonctionnement, c'est si vous arrivez à l'aéroport demain, par exemple, vous partez de Paris, vous arrivez, je ne sais pas, à Séoul, vous n'avez pas de Korean Won sur vous, donc il va falloir que vous échangez votre euro contre du Korean Won. Et quand vous allez arriver à l'aéroport et que vous allez trouver un stand de devises, ils vont vous dire « Ok, nous on va récupérer vos euros et en échange on va vous donner tel montant de won ». Inversement, quand vous allez partir de la Corée et revenir à Paris, vous allez rendre vos won et vous allez récupérer de l'euro. Donc vous, l'avantage que vous avez eu, c'est que vous avez pu de manière très efficace récupérer la devise locale et récupérer vos euros en repartant. Et l'avantage que ça a pour la personne qui vous a échangé les devises, c'est qu'elle vous a appliqué une petite marge qui fait qu'elle est rentable elle aussi. Donc tout le monde, entre guillemets, est gagnant, c'est ça l'idée. Ça, l'avantage du market making. On va avoir les opérations de structuration, enfin. Alors les structurations, la structuration, c'est tous les processus de création de produits financiers un peu complexes, un peu sur mesure, qui répondent aux besoins vraiment précis d'un client. Par exemple, il y a un client qui vient vous voir et vous dit écoutez, je cherche un produit qui pourrait me rapporter tant de pourcents par an, avec cette jauge à peu près de risque, qui serait que sur des entreprises écologiques, disons, peu importe. Et la banque d'investissement, si elle ne possède pas ce produit-là, elle va le créer à travers la structuration et elle va dire voilà, ça c'est le produit qui répondrait au mieux à votre besoin. Au-delà de ça, la structuration, ça a aussi ce qu'on dit en général, c'est que la structuration est vraiment porteuse d'innovation dans le sens où plus on arrive à créer des produits attractifs, plus on arrive à trouver un peu ce qui peut plaire aux investisseurs, plus on va se différencier des autres banques d'investissement et se mettre un peu en lumière, disons. Donc il y a quelque chose d'important à travers l'innovation que porte la structuration. Donc maintenant qu'on a vu un peu ces activités-là, les activités principales, on va essayer de regarder la structure organisationnelle d'une banque d'investissement, en commençant tout d'abord par le back-office. En général, dans une banque d'investissement, vous allez avoir le back-office, le middle office, le front office. Le back-office, c'est
Ils ont tout ce qui n'a pas de rapport directement avec le marché. Donc ce sera les opérations de comptabilité, de recrutement. On va retrouver l'IT, mais pas l'IT comme on le connaît nous, plus l'IT, le support sur les ordinateurs, les claviers, les casques, etc. Le traitement des opérations, donc ça va être tout ce qui est vérifier que on a bien livré les produits financiers à telle personne, ou on a bien récupéré tel argent, etc. Donc c'est vraiment purement, entre guillemets, autour du juridique, de la légalité, ces opérations de back-office. Ensuite, dans le middle office, on va retrouver vérifier qu'on est en accord avec la régulation des marchés, vérifier que la politique de risque de la banque est bien respectée et bien appliquée, donc c'est ce qu'on avait vu avec la présentation des risques, la gestion de la trésorerie, donc être sûr que peu importe ce qui se passe sur les marchés, on a assez d'argent. On avait abordé cette notion-là dans la formation de risque. Et les opérations de booking. Alors le booking, c'est quand un trader effectue une opération, s'assurer que dans nos cahiers, entre guillemets, on a bien des traces de toutes les opérations qui ont été passées, sur quel produit, pour quel montant, etc. Donc ça, ce sera sur la partie middle office. Et enfin, on aura la partie front office. Et là, la partie front office, ce sont tous les acteurs qui sont en interaction directe avec les clients, avec les marchés. Donc on va avoir les traders qui interagissent avec les marchés en continu, les sales qui interagissent avec le trading, avec la R&D et avec les clients, donc ils sont vraiment en façade, et la partie recherche et développement qu'en général on met dans le front office, parce que c'est un département qui est extrêmement proche du trading et des clients, et qui s'occupe de régler et de modéliser un peu tous les produits financiers. Au niveau du front office, on a fait un petit focus ici pour vous montrer un peu, entre guillemets, un schéma très vulgarisé de comment fonctionne le front d'une banque d'investissement. Vous allez avoir des clients, donc ça peut être des entreprises, des États, peu importe, qui cherchent à se financer à travers les marchés. Ils vont interagir avec les sales pour faire remonter une demande, un besoin de financement. Les sales, si ils savent qu'on a les produits pour répondre à cette demande, ils vont la transmettre aux traders, et c'est les traders qui vont acheter sur les marchés financiers. Si jamais, dans l'intelligence des produits qu'on a, on ne peut pas répondre aux besoins du client, on va aller contacter le département de recherche et développement, et le département R&D, lui, va essayer de modéliser un produit pour répondre à la demande du sales. Donc ça, c'est un peu vraiment le schéma classique qu'on a sur une salle de marché, de manière très vulgarisée, encore une fois. Et autour de ça, on va avoir énormément de postes clés en IT qui vont nous intéresser. Par exemple, on a les commandos qui sont très proches des traders. Les commandos, c'est un poste historiquement qu'on appelait historiquement les commandos à la Société Générale, parce que c'était des ingénieurs en informatique qui étaient vraiment assez doués, qu'on sortait des meilleures écoles, du top 3 écoles d'ingénieurs. Et on les appelait les commandos parce qu'ils étaient envoyés pour faire du support sur les applications de trading des traders dans des banques, mais à l'étranger. Donc par exemple la Société Générale, mais à New York, au Canada, peu importe. Donc on les appelait commandos pour cette dimension. On vous envoie un peu dans les quatre coins du monde pour aider les traders de nos autres filiales, entre guillemets. Pour être un commando, il faut avoir un très bon esprit de logique, où en général on va demander à une personne d'être capable de répondre à des problèmes extrêmement rapidement, en négligeant parfois la qualité du code, mais en privilégiant la réponse à l'urgence, entre guillemets. Donc là on va chercher des profils qui sont très orientés sur le code rapide, qui sont résilients au stress, à la pression, et qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt pour toute la partie très clean code et faire les choses très proprement. Deuxième poste qui va pas mal nous intéresser, c'est les IT quant. Donc les IT quant, ce sont des profils qui ont pour but de traduire les maths poussées par la R&D en code informatique. Donc on a la R&D qui va créer des modèles mathématiques associés à des produits financiers, et on va avoir les quants qui vont transformer ces mathématiques-là en code et les intégrer dans les librairies de code de la banque, entre guillemets. Donc ce qu'on va demander en général aux IT quants, c'est d'avoir de bonnes connaissances mathématiques pour être capable d'interpréter les modèles mathématiques de la R&D, et des bonnes connaissances informatiques pour être capable de les transvaser. Ensuite, on va avoir les devs entre guillemets classiques qui interagissent à travers le business analyst.
Le rôle du business analyst dans les banques en France, c'est très très populaire dans les banques françaises, c'est de traduire les besoins des traders, donc les besoins en termes finance, en langage informatique aux développeurs, pour que personne, entre guillemets, soit perdu, qu'on ait cette passerelle entre les deux. Parce que historiquement, les développeurs, moi, tous les développeurs seniors avec qui j'ai travaillé, ils n'avaient aucune connaissance en finance quand ils sont rentrés en tant que développeurs dans des banques d'investissement. Donc on avait vraiment ce rôle clé du business analyst qui permettait de faire la passerelle entre les deux. Donc lui, il est capable de comprendre la finance et il est capable d'avoir des notions de code pour faire le traducteur entre les traders et les développeurs. Aujourd'hui, les développeurs, on leur demande presque tous d'avoir des notions en finance de marché. On leur demande quand même d'être capable d'interagir directement avec le trading ou avec la R&D et de pouvoir échanger. Donc on demande quand même d'avoir un certain background. Là où le business analyst reste très utile et très important, c'est que nous, pour les interactions directes, les développeurs, on va aller voir les traders, on va régler notre problème rapidement et on va pouvoir continuer à travailler. Mais pour tout ce qui est projet long terme et comment on va prioriser quel développement, sur quelle direction on va partir, là c'est vraiment le business analyst qui prend le temps de poser les bases avec le trading, de discuter avec toute la partie business pour établir les bases du projet et définir un peu le cheminement qu'on va prendre. Et ça, typiquement, si on n'avait pas le business analyst, ce ne serait pas faisable. On n'aurait pas de ligne directive, entre guillemets. Donc voilà l'importance de cette relation entre dev, business analyst et les entités business. Donc maintenant qu'on a vu à peu près le fonctionnement d'une bonne investissement, on a vu quelques postes clés, on a vu les opérations qui étaient importantes, je vous propose de comprendre maintenant pourquoi on interagit avec les marchés financiers et quel intérêt on va avoir. Alors le but des marchés financiers, par définition, c'est de regrouper des personnes en recherche de financement avec des personnes en capacité de financement, tout simplement. Donc les marchés financiers, c'est comme n'importe quel marché que vous connaissez, le marché en bas de votre rue, peu importe, sauf qu'au lieu d'échanger des carottes, des jus, etc., on échange des produits financiers. Les marchés financiers peuvent être physiques ou virtuels. Physique, historiquement, on avait le Palais Brongniart à Paris, où on a la bourse de Chicago. Mais maintenant, c'est vrai que beaucoup et de plus en plus de marchés se digitalisent, comme par exemple avec le Nasdaq qui est 100% digitalisé. Après, encore une fois, on a quand même des entités comme la bourse de Wall Street qui, eux, ne sont, je pense, pas prêts de complètement se digitaliser, qui restent des lieux physiques importants. Au niveau de ces marchés-là, on fait en général une grosse distinction entre ce qu'on appelle les marchés organisés et les marchés OTC. Les marchés organisés, c'est entre guillemets ce qu'il y a de plus professionnel au niveau des marchés financiers, c'est-à-dire qu'on a des instances de régulation, on a des gens qui vont vérifier la qualité des profils qui vont interagir sur le marché, on a énormément de transparence, les cadres sont extrêmement définis, il y a très très peu de souplesse. Et ces marchés organisés, c'est là où on va retrouver entre guillemets les entités principales, donc les grandes entreprises, les grandes banques qui échangent, etc. Là, on va pas retrouver. C'est vraiment entre guillemets des profils importants et des profils qualitatifs. À côté du marché organisé, on va avoir le marché ce qu'on appelle OTC, où là, c'est directement les acheteurs et les vendeurs qui communiquent entre eux, sans l'aide d'intermédiaires, sans cadre régulatoire ou quoi. Donc en général, on dit que les marchés OTC sont plus risqués parce que c'est comme si vous achetiez, je ne sais pas, par exemple sur Le Bon Coin. Donc vous ne savez pas si la personne en face de vous, elle est honnête, si le produit qu'elle vous vend, c'est un vrai, si la description, elle est bien conforme au produit qu'on va vous vendre. Donc c'est la caractéristique des marchés OTC. Alors que par exemple, un marché organisé, ce serait l'exemple de la Fnac, où quand vous achetez un iPhone, vous savez que l'iPhone, c'est le vrai et que si jamais vous avez un souci, il y a un service client, etc. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus maintenant, les marchés OTC vont bénéficier des mêmes lois et des mêmes cadres de régulation que les marchés organisés pour essayer de réduire cet écart. Ensuite, la deuxième distinction qu'on fait, c'est entre ce qu'on appelle le marché primaire, le marché du neuf, et le marché secondaire, le marché d'occasion. Le marché primaire, c'est tout simplement quand des produits financiers sont émis et échangés pour la première fois. Donc, par exemple, tout à l'heure, on parlait d'une banque d'investissement on parlait d'une banque d'investissement qui matérialisait la demande d'emprunt française à travers un produit financier échangé. La première fois que ces produits vont être échangés là, on parle de marché primaire.
Et après, tous les échanges qui vont arriver, qui vont en découler, c'est ce qu'on appelle le marché secondaire. Alors la grosse différence, c'est que tout à l'heure, on a dit, quand on émet ce produit de dette et qu'il est acheté par des investisseurs, l'argent revient directement à l'État français. Par contre, après, tous les échanges secondaires, entre guillemets, des personnes qui vont acheter et se revendre ce produit-là, ça ne va pas apporter, ça va pas revenir à l'État français. L'État français a déjà récupéré son argent en ce moment. Ce ne sont pas les mêmes plateformes. Alors, c'est les mêmes plateformes, c'est juste que la distinction, elle se fait juste à qui revient l'argent, entre guillemets. Au début, quand l'État français émet sa dette, les produits qui vont être achetés, l'argent lui revient directement. Après, ces produits-là, ils vont être échangés entre les investisseurs et l'État français n'intervient plus du tout à ce moment-là. C'est purement les investisseurs qui s'échangent entre eux un produit, quoi. Donc dans les types de marchés financiers qu'on a, le marché des capitaux, donc ça c'est tout ce qui est échange d'actions, et obligations c'est les prêts. Mais on a aussi les marchés de change, on s'échange les devises, les marchés des produits dérivés, le marché monétaire, donc les titres à courte durée, etc. Les différents participants, bon, les émetteurs on les avait vus, mais je les remets pour rester. Donc on a les sociétés cotées en bourse, on va avoir des États, on a les banques d'investissement, les administrations publiques. Ensuite on va avoir les profils d'investisseurs. Donc là on peut avoir tous les particuliers ou les clubs d'investissement. Donc ça c'est n'importe qui souhaite un peu être exposé au marché financier qui va effectuer des transactions. Les institutionnels, donc là c'est ce qu'on avait vu avec les banques, mais on a aussi les fonds de pension et les caisses de retraite qui cherchent à travers les marchés financiers à récupérer certains rendements. Et après ce qui va nous intéresser principalement nous enfin c'est les OPCVM et principalement la partie hedge fund avec qui on est en partenariat. Donc dans les OPCVM, c'est des organismes où la caractéristique c'est que vous allez déléguer la responsabilité à une entreprise de fructifier votre argent. Donc par exemple les SICAV, les FCP, vous allez donner votre argent à une entreprise qui va essayer de la faire fructifier et en retour vous donner un rendement. Les hedge funds c'est le même principe, sauf que la particularité des hedge funds c'est qu'en général les produits sur lesquels on investit sont beaucoup plus risqués. Donc les hedge funds prennent bien plus de risques, les effets de levier sont plus importants et la légalité autour des hedge funds ou des fonds, ce qu'on appelle les fonds d'investissement est bien moins définie. Donc potentiellement quand on investit dans des fonds d'investissement on a beaucoup moins de garanties de récupérer son argent, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui sont créés et qui déposent le bilan au bout de 6 mois, 3 mois et il y a très peu de fonds d'investissement vraiment qui arrivent à être pérennes et avoir une activité qui perdure dans le temps. Donc après dans les exemples de fonds d'investissement, nous on est en partenariat par exemple avec ABC Arbitrage ou Cube. Dans les autres participants, ouais. Une question là-dessus, c'est quoi les asset management? Est-ce que ça se passe en lien avec les banques ou pas du tout? Si, l'asset management c'est en lien avec les banques et c'est ce qu'on appelle la gestion de portefeuille. Donc c'est encore une autre activité mais qu'on peut retrouver aussi par exemple en banque privée. Et l'asset manager, ce qu'il fait, c'est qu'il s'assure que toutes les actions sur lesquelles on a investi, il contrôle, il vérifie, est-ce qu'on ne prend pas trop de risques, est-ce que ces actions-là, par exemple, si on a 50 entreprises dans un portefeuille, vérifier est-ce que cette entreprise-là, c'est toujours pertinent de l'avoir dans ce portefeuille-là, ou est-ce qu'il ne faut pas la remplacer par une autre, etc. Et le but de la gestion de portefeuille, en général, c'est de garantir un rendement à peu près permanent, c'est-à-dire qu'on va vous dire, avec cette composition-là d'actions, vous devriez toucher à peu près 8% par an ou des choses comme ça. Ou alors de faire des compositions qui sur 20-30 ans rapportent des rendements assez importants. C'est ça cette notion de gestion de portefeuille. C'est différent du trading dans le sens où en général le trading c'est des échanges qui sont faits à très très courte durée sans penser sur forcément du long terme ou une logique particulière. Alors que la gestion de portefeuille c'est essayer de faire la meilleure composition d'actions possible pour que dans 20 ans on ait un rendement important sans prendre trop de risques. C'est une autre activité. Mais c'est fait par les banques d'investissement et ça passe par les marchés financiers aussi. Parce que ces actions, elles sont achetées sur des marchés financiers. Ça répond à la question ? Okay. Je voulais parler aussi des autorités de marché, donc ça c'est un peu la police des marchés financiers. Alors on a la SEC aux États-Unis et l'AMF en France, et le rôle de ces autorités de marché c'est de protéger les investisseurs qui interagissent sur les marchés financiers. Donc vérifier qu'il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de délit d'initié,
que il n'y a pas d'opérations illégales qui sont faites. Auquel cas, l'AMF, après investigation, peut entre guillemets infliger des amendes ou infliger des sanctions juridiques. Donc c'est le même organisme côté États-Unis qui s'appelle la SEC, qui a les mêmes fonctions. Ensuite, on a les agences de notation. Ça aussi, c'est une notion très très importante les agences de notation, elles ont pour rôle d'aller noter la qualité des finances d'une entreprise ou d'un État. Donc c'est assez important parce que ça permet de savoir très rapidement la qualité du produit financier qu'on va acquérir, entre guillemets. Par exemple, si on achète la dette de la France sera très très bien notée parce qu'on part du principe que la France pourra toujours nous rembourser. Alors que si on prend, je sais pas, une entreprise qui est en plein essor et qui a quelques problèmes financiers, les agences de notation vont lui accorder une note qui sera bien plus dégradée, entre guillemets, et ce qui permet de prendre conscience un peu du risque qu'on prend en investissant. Enfin, on va avoir les réseaux de broker-dealers. Donc ça, c'est toujours l'idée de dire que quand on veut investir quand on veut s'échanger des produits sur un marché financier, il faut qu'on ait une entité qui mette en relation des acheteurs et des vendeurs. Par exemple, une fois qu'on passe dans le marché secondaire, on a la BNP qui va faire en sorte que si un acheteur veut acheter, je sais pas, peu importe, une action, le CAC 40, une action du CAC 40 par exemple, la BNP elle met en place une application qui permet de se l'approprier. Donc c'est ce qu'on appelle les réseaux de broker-dealers. Et donc dans ces autres réseaux-là, on a Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Maintenant qu'on a vu les participants, je vous propose juste de s'intéresser rapidement à quelques produits financiers qui sont échangés. Donc en commençant par les plus simples qui sont les actions. En gros, une action, c'est la part du capital d'une entreprise. Donc imaginez que vous avez une entreprise, vous vendez, je sais pas, des jus d'orange. Imaginez que votre entreprise, c'est un carré, vous le découpez en 100 petits carrés. Chaque carré, c'est une part de votre entreprise. Et le but des actions, c'est de pouvoir une entreprise peut vouloir vendre des actions pour récupérer de l'argent. Par exemple, vous avez un stand de limonade, vous voulez développer votre business. Il n'y a aucun proche que vous connaissez qui est prêt à vous prêter de l'argent, ou vous allez à la banque et on vous dit non, écoutez, on n'a pas envie de vous prêter de l'argent. La dernière solution que vous avez, c'est de vendre certaines parts de votre capital. En échange, vous allez récupérer de l'argent et potentiellement pouvoir étendre votre activité. Donc quand une personne achète une action de votre entreprise, elle récupère un droit de propriété. Donc ça veut dire, entre guillemets, que si demain vous prenez une décision, tous les investisseurs peuvent s'y opposer ou conforter votre choix. Au-delà de ça, quand vous êtes actionnaire, alors c'est pas obligatoire, mais c'est en général très très bien vu, quand une entreprise va faire des bénéfices, elle va vous reverser une partie des bénéfices selon le nombre d'actions que vous détenez. Par exemple, une entreprise va dire, pour chaque action que vous détenez, je vais vous donner 1 euro, par exemple. Donc il y a ce côté-là qui peut être intéressant quand on investit. Vous avez un droit de propriété, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez revendre l'action que vous avez à un autre vendeur. Et donc ça, vous le faites à travers les réseaux de broker-dealers sur les marchés financiers. Ce qui est important, oui, c'est qu'une même action, ça c'est une des particularités des marchés financiers qui est différente d'un marché classique. Une même action, elle peut être échangée sur un marché qui est en Europe et en même temps sur un marché qui est aux États-Unis et en même temps sur un autre marché financier, je ne sais pas, qui est à Chicago. Et c'est cette particularité-là qui est exploitée par certains fonds d'investissement comme ABC Arbitrage, où en gros leur business c'est de faire en sorte d'acheter la même action sur 2 marchés différents au même moment, en se disant que parfois ils vont gagner cette marge entre guillemets. Ça c'est l'activité par exemple que réalise ABC Arbitrage. Ensuite on va avoir les indices. Donc les indices par exemple, on a le CAC 40 qui est un indice. Et le but d'un indice c'est de donner une idée de la qualité d'un secteur ou d'une économie. Par exemple le CAC 40 ça regroupe les 40 entreprises françaises qui ont la plus forte capitalisation boursière.
Et le but, c'est à travers ces 40 entreprises qui ont la plus forte capitalisation boursière, de donner une idée de l'état de l'économie française, entre guillemets. Donc si l'indice, peu importe sa valeur, si l'indice prend de la valeur, c'est qu'a priori on se porte mieux, et si l'indice perd en valeur, a priori l'économie française est fragilisée. Donc en général, selon les indices qu'on a, on peut avoir le CAC 40, on peut avoir le DAX en Allemagne, on peut en avoir au Japon, on peut en avoir pour Londres, peu importe, on peut avoir sur des secteurs, etc. Chaque type d'indice qui est émis, on a les propres méthodes de calcul qui sont définies. Le CAC 40 n'est pas calculé de la même manière que le DAX, donc peu importe, ça ce sont les spécificités entre guillemets des indices. Et la précision, c'est que par nature, vous pouvez pas acheter vous pouvez pas acheter un indice. Un indice, ça voudrait dire acheter toutes les entreprises qui sont définies et s'assurer de la logistique et en plus comprendre les méthodes de calcul qui sont appliquées, ce qui est impossible. Donc pour répondre à ça, à la demande des investisseurs qui voulaient être exposés aux variations du CAC 40 par exemple, on a créé ce qu'on appelle des ETF, On a créé des ETF qui sont échangés comme des actions de n'importe quelle entreprise et qui vont varier de la même manière que le CAC 40. C'est-à-dire que si le CAC 40 prend 3%, l'action que vous avez achetée, elle prend 3%. Si le CAC 40 perd 3%, l'action que vous avez achetée, elle perd 3%. Donc ça, par exemple, typiquement, les ETF, c'est un exemple d'innovation qui a été apporté, donc conçu par sûrement la R&D d'une banque, peu importe, et qui a été apporté pour répondre à la demande de certains clients. Ensuite, on va avoir les dérivés d'actions, donc assez rapidement. Donc les dérivés d'actions, c'est l'idée d'avoir des produits qui vont évoluer selon un produit qui est en haut d'eux, par exemple. Entre guillemets, si vous achetez, je vais vous donner un exemple, vous achetez du jus d'orange, pour faire du jus d'orange, il vous faut 4 oranges pressées. Si le prix d'une orange varie, donc si le prix de l'orange varie, votre prix du jus d'orange il va varier. Donc votre jus d'orange varie en fonction d'un sous-jacent qui est l'orange en elle-même. Ça, c'est un exemple de produit dérivé. Donc en général, c'est des produits qui sont bien plus complexes que les actions classiques parce qu'il y a des spécificités, il peut y avoir des comportements particuliers, des effets de levier. Et en général, il y en a qui sont faits un peu sur mesure pour répondre à certains clients. Donc c'est vraiment des produits très 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 complexes avec des systèmes de calcul assez compliqués. On part du principe que ce sont des produits risqués qui sont réservés à des professionnels parce que vous pouvez perdre votre argent très rapidement comme vous pouvez faire de gros gains. Dans les produits dérivés les plus classiques, on va avoir l'option. Okay. Donc l'option, le but, c'est qu'on vous donne la possibilité, mais pas l'obligation, d'acheter ou vendre un produit. Donc par exemple, vous payez un contrat peut-être 10 centimes, qui va vous permettre, dans une date future, potentiellement d'acheter une action à un prix 15 €. Donc ce contrat, il peut être intéressant. Si l'action, dans un mois, elle vaut 20 €, votre contrat, il vous permet de l'acheter 15 €. Donc vous l'achetez 15 €, vous la revendez 20 € par exemple. Et c'est cette idée-là qui est portée par les options. Donc il y a des options d'achat, des options de vente. Ça, c'est des spécificités liées vraiment au contrat d'option. Et à côté de ça, on va avoir des options exotiques qui sont encore une classe plus complexe que les options classiques. Où là, par exemple, on va avoir des barrières d'activation, des activations, ou par exemple, on va vous dire, si le prix de l'action il descend en dessous d'un seuil, vous pouvez plus utiliser votre option, donc vous perdez votre droit d'achat ou de vente, ou si le prix passe au-dessus d'un certain seuil, là, vous pouvez utiliser votre option et vous gagnez ce droit-là, par exemple. Donc c'est ce genre de complexité-là. On ne va pas rentrer dans le détail, mais les options exotiques sont aussi une notion très importante en banque d'investissement. Après, rapidement, on va avoir les contrats futures forward. Donc ça, c'est l'idée d'acheter un contrat qui va vous garantir un prix à une date future. Mais là, vous avez obligation. C'est pas comme l'option où vous donnez le choix. Le contrat futur, vous êtes vraiment engagé. Par exemple, si moi je m'engage à dans 2 mois vous payer 200 000 oranges au prix 15 €, je suis obligé de le faire dans 2 mois. Si je le fais pas, j'ai des problèmes juridiques entre guillemets. Donc ça, c'est le principe des futures forward. Et l'intérêt que ça a, historiquement, il y avait des agriculteurs qui voulaient anticiper peut-être une sécheresse, peut-être une mauvaise récolte. Donc ils se mettaient d'accord avec des acheteurs en leur disant: est-ce que ça te dérangerait qu'on fixe un prix aujourd'hui et je te livre 1 kilo de blé dans 2 mois. C'est ça qui a créé en fait entre guillemets cette notion de future forward. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet de fixer des prix qui nous semblent justes en se préservant de potentiels risques qui peuvent venir dans le futur. Et donc avec les contrats futurs, pour s'assurer que tout le monde, vu qu'on a obligation de livrer les actifs ou de payer,
on a une chambre de compensation qui va s'assurer en continu que tout le monde a bien le blé entre guillemets dans son entrepôt et tout le monde a bien l'argent dans son compte en banque. Ça, c'est assuré par la chambre de compensation. Donc on a vraiment une sécurité autour des contrats futurs. Il y a privé, il y a la compensation, il y a en particulier. Non, il y a chaque banque a sa chambre de compensation qui assure les opérations. Des exemples, c'est ça ou pas? Je les ai même pas en tête, honnêtement. C'est possible, j'ai pas les noms en tête des chambres de compensation. Parce que c'est rare de voir vraiment les interactions. En tant que développeur, on les a presque pas, les interactions avec les chambres. C'est vraiment c'est un autre cadre. Ensuite, rapidement, on va avoir les swaps pour finir. Un swap, c'est simple, c'est un contrat entre deux parties. On va avoir deux parties. En général, on a une personne qui va recevoir un taux fixe et une personne qui va recevoir un taux variable. En gros, la personne qui fait le pari sur le taux fixe, elle part du principe que ce taux fixe ce sera plus rentable que le taux variable qui va varier potentiellement à la baisse. Et la personne qui prend le taux variable, elle part du principe que la performance du variable va être supérieure au taux fixe. Donc par exemple, si moi je vous dis je vous donne 3% plus l'inflation, je sais pas, et moi en échange je prends 10%, et si l'inflation elle dépasse 10%, vous faites 10 plus 3, vous faites 13%, vous êtes rentable. Et moi je perds un peu d'argent entre guillemets. Je sais pas si vous voyez, en gros le but c'est de jouer sur la variable entre guillemets. Et enfin on va avoir les commodités, donc ça c'est très simple, c'est les matières premières. Donc dans les matières premières, on va avoir tout ce qui est blé, or, gaz, eau, lait, jus d'orange, tout ce qui est échangé. Il y a pas mal de discussions d'éthique autour du trading de commodités. Par exemple, le fait de pousser le prix du lait à la hausse et ce qui se répercute directement sur les entre guillemets les particuliers quoi. En France, le trading de commodités, c'est pas une activité qui est super populaire en Europe. Par contre, aux États-Unis, ça reste un marché qui est hyper important. Et on a la bourse de Chicago qui est la plus vieille bourse de commodités qui est encore active aujourd'hui avec pas mal d'échanges qui y sont effectués. On avait les produits de taux. Et donc dans les produits de taux, on va avoir tout ce qui est les demandes de prêts entre guillemets. Donc tout à l'heure quand on a parlé de l'État français qui cherchait à récupérer de l'argent à travers les marchés financiers, elle le fait avec l'émission de ce qu'on appelle des produits de taux tout simplement. Donc la caractéristique d'un produit de taux, c'est qu'en général il y a une date de maturité, donc vous empruntez de l'argent sur 3 ans par exemple, il y a un taux d'intérêt, on dit que vous empruntez de l'argent à un taux de 3%, peu importe, et vous allez recevoir ce taux-là tous les 6 mois, tous les ans, peu importe, il y a une date de livraison de coupons entre guillemets qui est fixée. Et tout à l'heure on parlait des agences de notation et c'est là où par exemple les agences de notation deviennent assez importantes parce que basé sur la qualité de votre profil, votre taux d'intérêt il va être plus élevé ou moins élevé. Si vous êtes une entreprise très solvable, on ne va pas vous mettre beaucoup de pénalités sur le taux d'intérêt. Par contre, si vous êtes un État qui est dans une situation de guerre, en situation de crise, pour emprunter de l'argent ça va vous coûter très cher parce qu'on va vous mettre un taux d'intérêt bien plus élevé. Et là, pour finir, après, c'est terminé. On a donc encore une fois des dérivés sur les produits de taux. Donc les futurs dont on a parlé tout à l'heure, on peut avoir la même chose. On avait vu les futurs sur actions, on peut avoir des futurs sur les bonds. On a des CDS qui sont des assurances. Donc quand l'État français emprunte de l'argent, moi, si je prête de l'argent à l'État français, peut-être que je veux m'assurer de potentiellement... je sais pas s'il y a une guerre qui éclate ou une situation particulière où je me dis peut-être que je récupérerai pas mon argent, je vais m'assurer avec des CDS. On a des swaps d'inflation, donc ça c'est ce dont je vous ai parlé avec l'exemple que je vous avais fait. Et après on a le forward rate agreement qui est le même principe, sauf qu'au lieu que ce soit une estimation de l'inflation, c'est une estimation des taux d'intérêt. Donc ça c'est un peu sur les produits financiers qu'on a. Donc pour résumer un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on a parlé d'abord de la différence entre les banques. Donc qu'est-ce que c'est une banque de détail, une banque privée, une banque d'investissement, pour avoir déjà une idée claire des différences entre chaque entité. Dans les banques d'investissement, on a cherché de comprendre un peu qui sont les acteurs, quelles sont les opérations qu'on y fait, quels sont les postes clés pour nous
Margot, qu'on va essayer de cibler, que ce soit dans le front ou au niveau du middle avec le risque. Ensuite, on a parlé de l'intérêt des marchés financiers, donc le fait de mettre en relation des acteurs en demande de financement et des gens en capacité de financement. On a parlé des différents marchés, organisés, OTC, la différence entre le primaire et le secondaire. Et enfin, on a montré pas mal d'exemples de produits dérivés assez classiques, enfin de produits financiers assez classiques qui sont échangés pour avoir une idée à peu près des produits les plus communs qui sont traités sur les marchés. Voilà, c'était tout pour moi. C'est battu. Merci.